Le Burkina est dans la dynamique de la construction d'une centrale nucléaire et avec l'entreprise Rosatom chargée de l'installation de la centrale. La Russie et l'Éthiopie ont signé jeudi un accord préliminaire pour la planification et la construction d'une centrale nucléaire en Afrique de l'Est. Ce projet est porté par Rosatom, la société nucléaire russe. Depuis plusieurs années, un acteur revient de plus en plus dans les discussions énergétiques du continent. Rosatom, le géant nucléaire russe. À mesure que les coupures d'électricité s'aggravent au Nigeria, que les réseaux sud-africains saturent ou que les barrages tanzaniens et éthiopiens deviennent plus sensibles aux sécheresses, une idée gagne du terrain. Pour stabiliser l'énergie, certains pays africains pourraient miser sur le nucléaire. Et Rosatom arrive justement avec une promesse forte. Construire des centrales capables de tourner presque en continu. Former les ingénieurs locaux, fournir le combustible, assurer la maintenance et même financer une grande partie du projet. Pour l'Égypte, cette promesse prend déjà forme, avec la centrale d'El Dabaa, un chantier colossal censé produire jusqu'à 4800 MWh d'électricité. Le projet de la centrale nucléaire d'El Dabaa en Égypte a franchi un nouveau palier mardi avec la pose de la première pierre de sa construction. Avec une capacité annoncée de 4800 MW, la centrale fournira 7% de l'électricité du pays. Pour d'autres pays, l'offre paraît séduisante. Pas de conditions politiques, pas de réformes imposées comme celle du FMI ou de la Banque mondiale. Mais derrière les avantages apparaissent aussi des questions lourdes. Dépendance technologique pendant 40 à 60 ans, rigidité contractuelle, risques financiers, manque de transparence et coûts potentiels pour les ménages. Et comme souvent dans les grands projets énergétiques, ce que l'on gagne d'un côté peut créer une fragilité de l'autre. Alors pour les pays africains, le nucléaire proposé par Rosatom représente-t-il une vraie opportunité ou un engagement qui pourrait redéfinir durablement leur souveraineté énergétique ? La liberté dans la pauvreté, à l'opulence dans l'esclavage. Si Rosatom s'intéresse tant à l'Afrique aujourd'hui, c'est parce que le continent traverse une crise énergétique profonde. Au Nigeria, les entreprises perdent des dizaines de millions à cause des coupures quotidiennes. En Afrique du Sud, les load shedding paralysent l'économie. Et dans des pays comme le Kenya, le Ghana, la Tanzanie, les barrages hydroélectriques deviennent moins fiables à cause des sécheresses répétées. Dans ce contexte, le nucléaire apparaît comme une option rare, une énergie capable de tourner pendant 90% du temps. Et ce, indépendamment de la météo, avec une puissance suffisante pour soutenir une industrialisation massive. Rosatom arrive avec une offre que peu d'acteurs maîtrisent, un modèle clé en main qui englobe tout. De la construction au combustible, de la formation des ingénieurs à la maintenance. C'est cette capacité à intégrer toutes les chaînes qui attirent des pays comme l'Égypte, le Rwanda, l'Ouganda ou le Nigeria. L'exemple le plus concret, c'est l'Égypte, avec la centrale d'El Dabaa, un projet de 4800 MWh, financé par un prêt russe de 25 milliards de dollars et qui avance malgré les retards causés par la Covid. La Russie forme une centaine d'ingénieurs égyptiens, ce qui renforce déjà une compétence rare sur le continent. Mais pour comprendre les motivations des pays africains, il faut aussi regarder les alternatives. Les financements occidentaux, FMI et Banque mondiale, viennent souvent avec des conditions macroéconomiques strictes. Ce ne sont pas des détails, ce sont des mesures qui touchent directement la vie quotidienne. Quand le FMI impose la réduction des subventions, ça veut dire que l'essence augmente. Comme au Nigeria, en 2012, focused on the recent IMF Article 4 consultation report on the Nigerian economy, and I'm being joined on the program by an economist and the managing director of big consultancy services, Dr. Boniface Chizia. Dr. Chizia, good morning and thank you for joining us. Thank you, Harriet. Thank you for having me. Now, this is a report that comes out annually, but let me just get your thoughts. And as an economist, what are your thoughts on this annual consultations by the IMF? Well, I think that the IMF has a responsibility. You have member countries, and so it's part of their responsibility. Now, one of the suggestions that the report actually called for was a strong call to address oil theft and production losses, and advised that everybody who are concerned or who is supposed to be affected by this bill have not come to sit at the table to find out ways how they can address these grey areas, and so that it blurs the lines and makes everything very clear for everybody who is operating in that industry. And so it doesn't seem as if we're operating at a loss. Puis en 2023,
Quand le FMI impose une dévaluation monétaire, ça veut dire que le cédis ghanéen perd sa valeur, comme en 2022, impactant le prix de tous les produits importés. Quand la Banque mondiale demande la privatisation d'entreprises publiques, cela donne la Zambie des années 1990. Obligé de céder ses mines et des services essentiels pour pouvoir débloquer du financement. Quand un pays doit augmenter sa TVA pour respecter un plan d'austérité, cela donne l'Égypte en 2016 contrainte de revoir sa fiscalité pour débloquer un prêt de 12 milliards de dollars. Avec Rosatom, ces conditions n'existent pas. La Russie ne demande pas de réformes structurelles, pas de libéralisation forcée, pas d'austérité. Pour certains gouvernements africains, cela représente un avantage diplomatique immense. Un financement lourd, mais sans pression politique ou sociale immédiate. Mais absence de réforme ne signifie pas absence de contraintes. Rosatom vient avec ses propres inconvénients, qui sont d'une autre nature, mais parfois tout aussi lourds. Et le premier, c'est la dépendance technologique. Dans le nucléaire, rien ne peut être improvisé. Le combustible doit venir du fournisseur, les pièces doivent être certifiées par lui, la maintenance suit ses standards et même les mises à niveau de sûreté dépendent de lui. Donc, pendant 40 à 60 ans, Rosatom devient un acteur incontournable. C'est exactement ce qui se passe en Turquie avec la centrale d'Akkuyu. Un projet où Rosatom reste propriétaire, fournisseur et opérateur. Le deuxième inconvénient majeur, c'est la rigidité des contrats. Dans le plan BOO, Build, Own, Operate, Rosatom construit la centrale, en reste propriétaire et vend l'électricité aux pays hôtes via un prix fixé à l'avance pour des décennies. Si le pays estime au final que le prix fixé est trop cher ou que les énergies renouvelables deviennent moins chères, il ne peut quasiment pas renégocier. C'est un engagement verrouillé pour une génération entière. Ensuite, il y a le risque financier indirect. Même si la Russie n'impose pas d'austérité, un prêt de 20 à 30 milliards de dollars doit être remboursé un jour. Et comme dans beaucoup de pays, lorsqu'un projet énergétique coûte cher, ce sont les ménages qui finissent par supporter une partie du poids. L'Afrique du Sud en est un exemple. Lorsque les coûts d'Escom ont explosé, les prix de l'électricité ont augmenté année après année. Un pays africain qui vient à construire une centrale nucléaire pourrait être amené à faire la même chose, même si ce n'est pas dit officiellement. À cela s'ajoute le risque géopolitique. Rosatom est une entreprise publique russe. Travailler avec elle signifie être exposé aux décisions politiques de Moscou, aux sanctions internationales et aux tensions diplomatiques. En Turquie, le projet d'Akkuyu a failli être bloqué à cause de la crise diplomatique de 2015, lorsque Ankara a abattu un avion russe. Enfin, il y a le manque de transparence. Les contrats nucléaires sont souvent opaques. Au Bangladesh, les analystes critiquent le manque d'informations sur le coût final du projet Rupur. En Égypte, certains députés ont demandé que les termes du contrat d'El-Dabaa soient rendus publics, sans obtenir de réponse. Dans plusieurs pays, cette opacité nourrit l'inquiétude autour des engagements financiers réels. Alors, opportunité ou dépendance? Eh bien, tout dépend de la capacité des pays à pouvoir absorber un projet aussi lourd, que ce soit techniquement ou bien financièrement. Pour des États structurés comme l'Égypte ou l'Afrique du Sud, le nucléaire peut être un levier puissant pour stabiliser l'énergie et attirer de l'industrie. Pour des économies plus fragiles comme le Ghana ou la Zambie, le nucléaire peut devenir un moteur de croissance ou une charge difficile à gérer sur plusieurs décennies. Jusqu'où ces projets nucléaires peuvent-ils vraiment améliorer l'accès à l'électricité sans enfermer les pays africains dans une nouvelle forme de dépendance énergétique? À vous la réponse dans les commentaires. Petite pause, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder nos vidéos et ça nous fait vraiment plaisir. Mais une grande partie d'entre vous n'est pas encore abonné à la chaîne. Alors, si ce contenu vous aide, prenez un instant pour vous abonner, liker et surtout laisser un commentaire. Ça nous aide pour les référencements et ça permet à Warafa de toucher encore plus de monde. Merci à vous, on continue. Au final, Rosatom n'est ni une solution miracle, ni un piège automatique. C'est une option lourde, puissante, capable de transformer l'accès à l'électricité dans plusieurs pays africains. Dans des contextes comme l'Égypte ou l'Afrique du Sud, où les réseaux sont déjà structurés et les capacités financières plus solides, le nucléaire peut devenir un levier durable pour stabiliser l'énergie et soutenir l'industrie. Mais cette même technologie peut devenir un fardeau pour des économies plus fragiles, surtout lorsque les coûts dépassent les prévisions et les contrats deviennent impossibles à renégocier, que la dépendance technique s'installe pour des décennies. La question n'est donc pas de savoir si Rosatom est bon ou mauvais, mais de comprendre comment chaque pays peut gérer ses engagements lourds sans perdre sa marge de manœuvre économique. Ces projets nucléaires révèlent une réalité centrale.
L'avenir énergétique du continent se joue autant dans la puissance des infrastructures que dans la capacité des États à négocier, anticiper, protéger sur de long terme. C'est dans ces équilibres, loin des slogans et des promesses faciles, que se dessine la trajectoire énergétique de l'Afrique. La liberté dans la pauvreté, à l'opulence dans l'esclavage.